Bonjour, bonjour et bon réveil et bon ramadan à ceux qu'on n'a pas vus avant déjà. Donc merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui on est mardi 22 mai bien sûr 2018. Il y en a une qui rit toujours à chaque fois que j'hésite sur la date. Je suis toujours en décalage. Mais aujourd'hui on va tenter quand même de s'accrocher et voilà de vous donner un petit peu le programme de cette matinale. Cette matinale qui commence d'ailleurs avec un visage auquel vous êtes habitué, bien sûr. Nassiba Jaïdir, dans sa rubrique Mosaïque, va vous présenter deux artistes aujourd'hui, en l'occurrence Saïd Rahmani, qui nous vient de Tiaret, mais également Abdelrahman Barti, qui lui arrive de Tipaza, pas très loin, Tipaza. Il vient à l'occasion d'un hommage qui va être rendu à un grand artiste, une grande plume de l'art algérien, une grande pointure de l'art algérien, Salah Ayoun, Allah yarhamou. Et puis aujourd'hui, dans cette matinale, nous allons revenir sur un sujet qui faisait polémique il y a peu de temps. Il s'agit des horaires du Fajr et de l'Imsek. Beaucoup de questionnements autour de ces horaires. On va en parler avec un scientifique, mais aussi qui représente l'instance du ministère des Affaires religieuses. Avec lui, on va parler de la science et de son regard porté sur ces horaires et aussi revenir sur cette polémique. On va parler également avec lui des challenges que peut engendrer le carême, ce mois qui règle notre vie avec un rythme qui s'installe, un rythme nouveau. Voyons un petit peu les avantages de ce rythme sur les musulmans et les jeûneurs dans un petit moment avec monsieur Grig Hassan Ahmed, donc directeur de la recherche au ministère des Affaires religieuses. Dans cette matinale, on va aussi zoomer sur des initiatives citoyennes, des initiatives qui sont à même d'aider les personnes dans le besoin durant ce mois de Ramadan. Mais pas seulement ça. On va voir que l'association Kafil El Yatim, va créer justement l'événement cette semaine avec une table de l'iftar qui est destinée justement à souder cet esprit de partage, de partage qui prône. Voilà, ça y est, c'est bon, je m'en mets les pinceaux. Mais en tout cas, c'est le partage qui prime durant le mois de Ramadan, la solidarité également. Et on va en parler avec les représentants de l'association Kafil Yatim de Blida, en l'occurrence, avec pour représentant Ali Chawati, président de cette association en l'occurrence. Voilà un petit peu qui est dit par rapport à la composante de cette matinale, sans oublier bien sûr le spectacle tant attendu qui aura lieu le 29 du mois en cours au niveau de Riyad El Fath. L'office de Riyad El Fath reçoit un orchestre italien et pas des moindres. Il s'agit de l'orchestre di Piazza Vittorio qui est un orchestre singulier, très attendu surtout pour les connaisseurs de musique classique et des connaisseurs de musique de manière générale, puisqu'il s'agit d'un ensemble orchestral composé de 16 membres venant de 11 pays et qui joue, paraît-il, une musique inclassable, complètement inclassable. Donc World Music dans Bonjour d'Algérie aujourd'hui, et nous en parlerons avec la directrice de l'Institut culturel italien, Madame Maria Battaglia. Voilà qui est dit, et puis il nous reste juste la météo bien sûr, celle qui ouvre le bal chaque matin. Donc Amel Aribi est déjà prête pour vous livrer le meilleur des nouvelles du ciel. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Adia. On n'avait dit pas de rire pendant que je présente. Oui, mais c'est plus fort que moi alors. J'en profite. On ne rit pas, on encourage. D'accord. Ah, pour ça, oui, j'encourage, il n'y a pas de souci. Voilà, la prochaine fois, je vous mets au piquet. Pas de souci. Vous resterez au piquet. Je me mettrai là-bas avant de venir dans ici. Le coin. D'accord. Et je vous donnerai l'autorisation quand j'aurai envie. Il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous retrouve chaque matin. Amel. Merci Radia. Voilà, moi je suis toute souriante parce que le soleil est de retour. Ouais. Voilà. C'est le retour du soleil, c'est vrai. Qu'en est-il des autres régions? Alger, on le sait maintenant. Voilà. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume et des nuages bas durant cette matinée sur les côtes ouest, centrées dans les vallées aussi. Puis le ciel restera généralement dégagé près des côtes ouest, mais
peu nuageux sur les côtes centre et les régions intérieures de l'ouest et le centre connaîtront des passages nuageux avec toutefois des foyers orageux isolés. Par contre, à l'est, des passages nuageux également avec des pluies orageuses qui seront localement assez marquées sur les Aurès, au sud du pays, plus exactement à la Saoura, le Nord Sahara et les oasis, où le soleil sera caché par des nuages qui vont donner quelques pluies sur le Nord Sahara et les oasis, plutôt voilées sur le Gard et le Tassili avec quelques pluies orageuses également. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur Tindouf, le Sahara central, l'extrême sud, le Sahara oriental avec 2 fréquences seulement de sable sur la Saoura, le sud-ouest, le Sahara central, le nord des oasis ainsi que le Nord Sahara. Les températures, quant à elles, eh bien, elles accuseront une légère hausse par rapport à hier, mais plus sur l'ouest du pays, avec toutefois un maximum de 26 degrés à Oran, Tlemcen, Mascara, Chlef, 21 à Alger, 22 du côté de Tizi Ouzou, Al Bayad, 20 degrés à Sétif, 19 à Annaba, 18 Batna, au sud 24 degrés à Biskra, 28 Gardaya, 30 degrés à Béchar, 32 Tindouf, 35 à Hassim Saoud Ouargla, 36 degrés Tamanrasset, Janet, 39 Insalah et enfin le maximum toujours à Bodj, Bedi Mourtar et Ingzam avec 46 degrés. Et comme d'habitude, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le temps restera partiellement nuageux, plus exactement à Dublin, également Helsinki, peu nuageux par contre à Bucarest, Berlin, et les nuages chargés de pluie intéresseront la ville de Londres, Paris, Bordeaux, Marseille, également Prague, Berlin, Rome, Budapest. Le mercure affichera 21 degrés à Helsinki, 17 à Dublin, 23 Londres, 24 degrés à Paris, 21 à Marseille, 25 Madrid, 23 degrés à Rome, 22 du côté de Berne, 26 Bucarest et enfin le maximum toujours vers Athènes avec 29 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Nassiba Jaidir est déjà parmi nous, mesdames, messieurs, donc pour la rubrique Mosaïque consacrée aux plasticiens et aux arts visuels de manière générale. Bonjour Nassiba. Bonjour Adia, bonjour à vous tous et Saha Ramdankom, ravi de vous retrouver tous les mardis. Autant pour nous. Merci, Autant merci pour Nadia, nous, vraiment, ça c'est va un plaisir. Oui, ça va. Alhamdoulilah. Déjà 6 jours, hein, ça va. Oui, ça va vite. Ça passe vite, tout Dans à fait. une semaine, on sera déjà à la mi-Ramadan. Absolument. Oui, c'est parce que la météo, on le disait avec Amen tout à l'heure et hier, était très clémente, ça aide beaucoup et on ne sent pas le temps qui passe. C'est vrai, tout à fait. Inch'Allah, b'sahha ou l'hna en ce moment. Très bien, donc les artistes ne chantent pas quand même pendant le mois de Ramadan. Tout à fait. Ils sont Bien très sûr, présents sur la scène artistique. Il y a des galeries qui sont ouvertes le soir, notamment les galeries gérées par les établissements agriculture. Il y a d'autres galeries qui comptent organiser aussi des expositions durant ce mois sacré du Ramadan. Ça n'a jamais chômé pendant le Ramadan. Il y a toujours des activités. Il fait bon d'aller voir soit un spectacle, soit une exposition, visiter une exposition, pourquoi pas. Oui. Alors, ce qui nous réunit et nous rassemble aujourd'hui, alors 2 événements. Alors, il y en a un qui est en cours. Il s'agit d'une exposition de peinture signée par un duo d'artistes, Monsieur et Madame Rahmani. C'est excellent. Et un autre événement qui se prépare du côté de Cherchel.
Alors pour en parler ce matin avec nous, deux invités. Oui. Avec nous, Monsieur Saïd Rahmani, bonjour. Bonjour tout le monde, merci pour Merci l'accueil. d'être des nôtres ce matin. Vous avez fait le chemin de Tiaret à Alger, vous êtes arrivé hier soir. Oui, Marhaba bik. Allah yassalmak, merci pour vous. Je vous en prie. Alors, vous exposez à la galerie Mohamed Al-Hassim actuellement et vous êtes accompagné ce matin par Abdelrahman Barti. Vous avez eu le temps de faire connaissance? Oui, bien sûr. Oui, ça m'a fait plaisir de le connaître. Là, Isselmek, bonjour et merci d'être des nôtres ce matin. Bonjour, Alors, Saha Ramadan, tous les Algériens. Saha Ramadan. Là, Isselmek, vous êtes là pour annoncer un événement qui se prépare du côté de Cherchel. On y reviendra dans un petit moment. Alors, Rahmani Saïd, vous exposez à la galerie Mohamed Al-Hassim depuis une dizaine de jours environ. Oui, environ des années. Oui, ça a commencé qu'on a fait Oui, la et première ça se semaine. poursuit pendant tout le ramadan et la galerie est ouverte en journée et le soir. Ouais. La galerie Mohamed Al-Hassim, gérée par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. Alors vous exposez en duo avec votre épouse, vous êtes artiste plasticien, un ancien élève de l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, un parcours, un itinéraire, des expositions collectives, personnelles, vous avez été primé à plusieurs reprises, des expositions autant à l'étranger qu'en Algérie. Et là, vous exposez, c'est une première, vous exposez avec votre épouse, qui est aussi artiste peintre et diplômée des beaux-arts. Ouais, avec mon épouse, c'est la première expérience. Alors, Oui. ça me fait un grand plaisir d'exposer avec ma femme. C'est quelque chose de nouveau ici à Alger parce que plusieurs personnes qui ont passé par la galerie, ils n'ont pas habitué à Oui, ces- c'est une première. Ouais, hein. c'est une première. Vous exposez ensemble, chacun son style, chacun son parcours aussi. Vous êtes connue à l'école des beaux-arts, supérieure des beaux-arts, ou elle a fait une autre école, je pense. Hein. Elle a fait une autre école aussi. Oui, moi j'ai fait l'école des beaux-arts à Alger, elle a fait l'école des beaux-arts de Constantine, Oui, et après elle a fait l'école des beaux-arts de Oran. Doran, d'accord. Et vous, vous êtes passé par l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, Ouais, dans ouais. quelle spécialité? Spécialité design graphique. Design graphique. Voilà. D'accord. Et vous enseignez, vous êtes professeur en Ouais. éducation artistique Ouais. dans un collège ou un CEM? Dans un CM. Dans un CEM. Voilà. Dès votre sortie des beaux-arts, vous avez commencé? Oui, et À presque enseigner après un an. Un an, j'ai entré dans l'enseignement. D'accord. Et votre épouse, elle enseigne aussi ou... Non, mon épouse a travaillé déjà à la maison de culture à Sétif, et après qu'on se fait marier, alors elle a arrêté de travailler, elle a D'accord, bien resté sûr, à la elle se maison. consacre à... Vous avez un petit garçon aussi. Oui, hein. oui. Faut bien C'est le l'élever, bonheur. s'occuper de... Oui, c'est un grand bonheur que d'avoir Ouais. des enfants, Ouais. j'imagine. Alors, là, votre actualité actuellement, donc vous exposez à l'école, plutôt à la galerie Mohamed galerie Al-Hassim. Al-Hassim. Après le Printemps des Arts, vous avez participé aussi au Printemps des Arts, Oui, c'est sûr. à titre personnel, individuel, il y a une participation. Ça a été une belle expérience pour vous? Oui, c'est une belle expérience. Il y a une vraie rencontre avec les artistes algériens. Presque, il y a 48 wilayas qui ont participé à l'exposition. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y a eu de belles participe. rencontres, j'imagine, une expérience assez enrichissante. Oui, sûr, sûr, sûr. D'ailleurs, je vous avais rencontré au Printemps des Arts et Oui, vous m'avez remis cette invitation. oui. Voilà, vous m'avez dit, est-ce que vous pourriez couvrir cette exposition? Je vous ai Ouais. dit, avec plaisir. Et Ouais. vous voilà comme Le- invité aujourd'hui sur notre plateau. Alors, de la mémoire, c'est le titre générique de cette exposition. Parlez-nous un peu de votre expo, du concept. Oui, de la mémoire, c'est un sujet. C'est un sujet d'un grand titre. Parce que le thème général de mon travail, de mon style, c'est la vie. Je parle de la vie dans tous ces... Sur tous ces aspects, dans toute sa diversité. Voilà. C'est ça. De la mémoire, ça retourne toujours de l'enfance, de mes expériences, de nos souvenirs dans la vie. Alors, pour ma femme, c'est aussi la même chose. Elle travaille sur la femme algérienne, notre coutume, nos traditions. Voilà, dans ce sort-là.
D'accord. Vous avez eu l'occasion de visiter son exposition? Oui, je l'ai vu, il y a quelques jours, avant le Ramadan. Oui. Et il faut noter que Madame Hadia, Allah yarhamou, Sila Arossi, l'a ramené à Cherchell il y a quelques années. Je connais son Ah, travail. d'accord. Vous Elle a connaissez exposé le à travail de Cherchell son Rencontre épouse. d'été. Ouais. Ouais. Elle fait un très bon travail. C'est du semi-figuratif ou Ouais. bien du semi-abstrait. Donc, elle sait ce qu'elle est en train de faire dans la toile. C'est vraiment un beau travail. Je l'ai connu. Et la femme est toujours présente dans son travail. D'ailleurs, on va le voir dans le reportage. La femme est omniprésente dans son travail ou c'est spécifique à cette exposition? C'est. La femme est omniprésente, Ouais. omniprésente dans son travail artistique. Oui, évidemment. Voilà, elle rend hommage, une manière de rendre hommage à la femme, comme une autre. Ouais. Et elle laisse parler son imaginaire. Voilà. Et cette exposition, qu'est-ce qui vous a attiré? On va voir le reportage. Il y a dans beaucoup un de petit moment. lyrisme, elle est très lyrique. Donc, cette peinture, on voit qu'il y a des profondeurs. C'est des toiles qui parlent D'accord. à la place de l'artiste. Je comprends, c'est-à-dire les toiles de Hadia et de monsieur parlent d'elles-mêmes. Tout à fait. En tout cas, c'est une très C'est très très belle exposition. ésotérique. Donc, quand on veut expliquer une toile de Hadia ou bien de monsieur, on n'arrive pas vraiment à dire ce que veulent dire les toiles. Donc, elles parlent d'elles-mêmes. C'est des toiles qui parlent d'elles-mêmes. D'accord. Alors, on va pas en parler comme ça de cette exposition, juste dans l'abstraction. On va se faire plaisir. Mais regardez un On peu. va aller visiter cette exposition et voir de plus près. En tout cas, Abdelrahman Berti nous a donné envie Oui. de découvrir cet Absolument. univers un peu singulier, un peu De ésotérique. Saïd je disais. Rahmani et de Hajras Rahmani Hadia. Alors, de la mémoire, c'est le titre générique de cette exposition. Alors, on va se faire un petit plaisir, disons, et visiter cette exposition qui se déroule à la galerie Mohamed Al-Hassim depuis une dizaine de jours. D'une région d'Algérie à une autre, la femme avec toute sa symbolique. L'artiste se laisse guider par son inspiration. C'est dans cette thématique qu'elle affirme sa fibre artistique. Diplômée de l'école des beaux-arts,
Et cet excellent mariage entre deux styles, les deux époux, donc Rahmani, qui exposent actuellement à la Galerie Racine, en dit certainement long sur leur parcours de couple. Qu'est-ce que vous en En tout cas, pensez, ils nous ont Nassiba? offert, les deux artistes, je l'ai dit dans le reportage, nous auront offert vraiment une belle bulle d'émotion, de l'émotion Oui, à partager, absolument, de la absolument. passion à partager. C'est votre avis, Abdelrahman? Mais les deux Oui, empreintes se marient oui, très bien. très Les bien. deux, Il y a un les beau deux mariage. empreintes se marient très bien, vraiment. Tout à fait. Il y a un répit, on s'évade dans ces toiles. On oublie notre présent et on s'évade dans ces toiles. Moi, je me suis surpris à avoir oublié même Oui. le départ du bus. C'est-à-dire quand on a un bagage dans la peinture, parce que c'est les ABC de la peinture. Il faut avoir des ABC Bien sûr, bien pour faire sûr. une lecture. Donc vraiment, j'étais dedans. Non, on se laisse Absolument. aller et puis chacun d'interpréter à sa manière ce qu'il voit, ce qu'il ressent au travers de ses œuvres d'art. En tout cas, chacun son style, chacun sa technique, chacun ses outils de travail, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ce qui rassure ce que monsieur Barty. Barti, a dit. Abdelrahman Barti. Alors moi, je travaille beaucoup sur le bleu. Absolument, c'est ce que j'allais vous faire comme Le remarque. bleu est étroitement lié au rêve. Ouais. Alors le rêve est toujours présent. Alors le rêve, le bleu, comme la mer, il nous ouvre toujours l'horizon. Oui. Et là, il vous permet de trouver un certain calme à l'intérieur. Voilà, une Sérénité. certaine sérénité. Voilà, une un certain- sérénité, un Moi, certain quand- calme. Et dans vos peintures, on en avait discuté quand j'étais passée, juste avant que je ne passe avec mon équipe, Ah enfin oui. avec Faisal Kishrout, qui est le Ouais. caméraman et qu'on salue ce matin. On lui dit Saha Ramdanek. Avant de passer, on avait longuement discuté. On avait fait le tour. Je suis passée, repassée et j'ai visité cette exposition avec beaucoup de plaisir. Merci. Et on s'était arrêté devant chaque toile. C'est vrai que c'est pas facile pour un artiste de parler de sa peinture, de son travail, Ouais, c'est sûr. mais on en avait discuté. Bon, là, je vais pas continuer dans la lancée de mes pensées parce que on voit juste une œuvre de votre. Alors, c'est juste entre parenthèses. Ouais. Ça, c'est l'œuvre de Hadia. C'est l'œuvre de Hadia, oui. C'est son dernier travail. Oui. Alors là, il y a une évolution à son travail. Au début, elle travaille beaucoup sur les gris colorés. Alors ici, il y a un changement. Il y a vraiment un changement concernant les couleurs, le tissu de la femme. Alors, je vois qu'il y a Une métamorphose. une métamorphose, oui. Tout à fait, tout à fait. Après le mariage, il y a un changement. Tout à fait. Voilà, alors je continue dans la lancée de mes pensées, ce que Ouais. je disais tout à l'heure. Je parlais de vos peintures. Alors là, il y a une de vos peintures qui est présente. Puis dans beaucoup de peintures, on avait des épingles à linge. Bon, peut-être pas dans celle-ci. Si, si. Si, Elles on sont voit là, des elles sont épingles. présentes, Des oui, épingles, non, oui, non, c'est pas des dans épingles. cette, Non, pas dans Mais celle-ci. dans l'esprit de l'épingle, Oui, on dans entend. l'esprit de Tac, 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 l'épingle, ces mais dans objets qui sont en d'autres suspens. peintures, vous m'avez développé un petit peu. On va en voir. On va voir peut-être dans un petit moment. Oh, ouais. Les peintures, on voit carrément, c'est la lessive, l'épingle. Ouais. Et c'est toute une symbolique en action au travers de votre peinture. Ça symbolise pas mal de choses. Oui, les épingles, bon, lessive. le laver attaché dans un fil avec des épingles, ça symbolise, c'est un porte-bonheur. Uh-huh. Bon, dans les rêves, c'est un présage, c'est un bon présage. D'accord. Ouais, C'est un bon présage. ouais, Hein. ouais. C'est un bon présage c'est un bonheur, c'est Les anciens chez nous auraient dit Ghaslou les hamoum. Voilà, On a d'accord. lavé les peines, on a lavé les bien chagrins. dit, C'est bien Voilà, dit, c'est c'est dans- bien dans dit, quelque sorte, c'est c'est bien ça. dit. Moi, dans j'ai vu, l'interprétation. moi, j'ai vu la mère. La mère. Moi, quand je vois les linges, c'est-à-dire avec des pinces et Oui. tout, moi, je vois ma mère. C'est ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que la peinture, elle est subjective. Donc, chacun a sa lecture. Voilà. Chacun a sa lecture, on va voir dans un petit moment les images. En fait, là, c'est une autre peinture. On reviendra à la lessive. Hein. Là, c'est moi. Ça, c'est une de vos peintures aussi. Oui, le nom de cette peinture, c'est le collier. Le collier, d'accord. Ça revient toujours à nos coutumes, ça revient toujours à nos traditions, ça revient...
c'est les traditions qui marquent. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est votre imaginaire qui parle, c'est Voilà. votre imagination créative qui vagabonde un petit peu, et puis vous interprétez à votre manière. Il y a peut-être des souvenirs aussi en mémoire. Sûr, sûr. J'ai déjà dit que le thème général, c'est la vie. Dans quelque sorte. Même il y a une relation avec les coquelicots. Il y a beaucoup, les coquelicots reviennent dans vos peintures, on les voit. Les coquelicots Voilà, on reviennent. voit une peinture là sur les plasmas, une de vos peintures, mais il y en a quelques-unes, non, dans votre exposition. Oui, mon début c'était avec les coquelicots. C'est votre thème de prédilection, pardon. Oui, parce que les coquelicots, au début, le coquelicot c'est une belle fleur, mais fragile. Éphémère. Ouais, éphémère et fragile. Très, On dit, limité dans le temps. aimons-nous vite. C'est-à-dire, on doit aimer ça, les coquelicots vite. C'est comme la vie est courte. Oui. On doit profiter. On doit profiter, voilà. Et croquer la vie à plein dents. Voilà. On doit profiter de la vie avant que ça se termine. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, et notre philosophe là Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est vrai. Il y a la vie. Et il y a beaucoup d'optimisme dans cette toile. Et on voit bien qu'il y a un travail qui continue de l'autre. On voit bien un travail de couple, quelque part. Ça, justement, on revient sur les images que vous aviez demandées, Nassiba, tout à l'heure. Absolument. Oui, continuez. Donc, on voit bien qu'un travail, on dirait qu'il y a un dialogue entre deux personnes qui s'aiment. Voilà. Et il y a la vie. Quand je vois Renoir, c'est le peintre de la vie. Par exemple, par rapport à d'autres peintres, de la tristesse et tout. En tout cas, il avait été vers les champs de coquelicots, Renoir. Oui, oui, justement, ça m'a rappelé, justement. Ouais. C'est pas par hasard que j'ai parlé de Renoir, le chant de coquelicots, et puis il y a eu beaucoup d'impressionnistes qui ont refait ce thème. Les coquelicots, c'est éphémère, mais c'est beau. C'est comme la vie. C'est comme la vie d'un papillon aussi. Donc les choses éphémères, c'est comme la vie, voilà. Ouais. C'est relatif, parce que les belles choses semblent courtes par rapport aux mauvaises choses. Tout à fait. C'est la relativité. Donc à chacun son approche plastique, à chacun sa vision, sa réflexion, aussi bien pour vous, Saïd Rahmani, que pour Hadia Hadjaras Rahmani, qu'on salue ce matin si elle nous regarde. Donc à chacun, dans sa dynamique artistique, vous laissez... chaque artiste laisse libre cours à son imagination. Oui, c'est sûr. C'est le plus essentiel dans le travail artistique, parce que l'artiste, elle n'est pas comme les autres personnes. L'artiste, elle a des sentiments, elle a des émotions, elle a des points de vue un peu plus vastes qu'un simple être humain. D'accord. Voilà, des fois, on dit que l'artiste, c'est le cerveau, c'est le cœur de la société, donc quelque part. Alors... En fait, ce qui différencie de l'être humain normal, c'est que l'artiste a des outils pour exprimer cette perception, contrairement au commun des mortels qui n'a pas le temps ni les outils pour exprimer une perception du monde. Il y a un vers de Paul Éluard qui illustre tout. Le ciel est bleu comme une orange. Donc l'artiste, c'est une personne iconoclaste. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on la voit cette peinture là, on voit beaucoup d'épingles. Je vous avais fait la remarque, il y a beaucoup de peintures où les épingles reviennent, le fil, où on étend le linge. Donc cette lessive qui revient dans vos peintures, que vous imaginez, que vous caricaturisez, que vous... Oui, parfois ce sont des éléments, je les utilise comme des éléments pour équilibrer la peinture ou mes œuvres. Et parfois, c'est essentiel. Je dois les mettre parce que c'est essentiel, parce que l'épingle... comment on dit, D'accord. Des fois, tu trouves... On s'accroche à la vie pour pas mal de choses. On s'accroche. Des fois, on trouve un seau attaché au fil avec un épingle. Le seau ici, ça représente le retenu, ça représente une bonne maîtrise des émotions, ça représente... Il y a toute une symbolique. Il y a toute une symbolique derrière les... Tout à fait. En tout cas, une très très belle exposition à visiter, à découvrir et redécouvrir à la galerie Mohamed Rassim. Ça va durer jusqu'à...
Jusqu'à la fin de Ramadan. Jusqu'à la fin du Ramadan, vous pouvez y aller en journée entre 10h et 17h et même le soir à partir de 21h jusqu'au petit matin, peut-être à 1h du matin ou 2h du matin. Ah. J'ai pas l'heure précise de la fermeture. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'à partir de 21h30, c'est ouvert. Hein. Bon, j'ai dit 21h, c'est un peu trop tôt, mais c'est trop tôt, mais 21h30 jusqu'à minuit ou 1h du matin. Jusqu'à 1h du matin. Voilà, alors, donc ça c'est pour l'événement, concernant l'événement de Rahmani, c'est son actualité avec son épouse Hajras Rahmani Hadia. Parti, ce qui nous vaut le plaisir de vous recevoir ce matin, c'est que plaisir est partagé. C'est un grand événement se prépare en hommage à un artiste Allah yarhamou, qui nous a quittés il y a quelque temps de cela. Il s'agit de Salah Youn, un artiste aux références bien établies, un artiste au parcours aussi riche qu'imposant. Voilà, vu qu'il a fini sa vie à Cherchell, il a beaucoup aimé cette ville, il l'a honoré. Donc, la commune de Cherchell, en collaboration avec le comité de fête, on a voulu consacrer la journée de l'artiste le 8 juin, à la mémoire du regretté, le grand peintre et le grand graveur, le père de la gravure. Peinture et gravure. En Algérie, c'est Ils sont rares. le grand, le doyen de la gravure en Algérie, Allah yarhamou, Salah Youn. Donc, on a voulu faire quelque chose. D'autres hommages nationaux et internationaux viendront. Donc ça se prépare. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir la photo de Salah Oui, Youn. on le voit là. Donc, Allah yarhamou. Donc, on a voulu faire un hommage au niveau de Cherchell et à la mémoire de Salah Youn. Donc, avec des artistes locaux, des artistes peintres locaux qui l'ont connu à Cherchell, parce que sa maison c'était un lieu de pèlerinage. Oui, vous étiez amis, vous étiez très proches. Donc, Cherchell et Tipaza, même les régions avoisinantes. Un jour, il était très triste parce que sa chatte, elle a été écrasée, vraiment, c'était le deuil. Allah yarhamou. Donc, il a été honoré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, il y a quelques jours. Il a été honoré. Donc, nous, la commune de Cherchell, on a voulu aussi mettre la main dans la pâte du moment que Madame Hioun habite toujours à Cherchell. Oui, elle a été aussi directrice du musée de Cherchell pendant de longues années. Hein. Oui, elle a été directrice. C'est comme ça qu'on s'est connus. Voilà. Parce qu'il est venu avec sa femme. Madame Aïcha Amiraska, Madame Hioun. Voilà. Madame Aïcha Amiraska. Et elle était aussi conservatrice du musée Étienne Diné. Au musée national des Beaux-Arts d'Alger. Elle a été aussi directrice du musée de Boussaada, Étienne Diné. Donc, sa femme, elle va nous ramener une de ces toiles, une grande toile à l'huile, avec les peintres. Vous allez participer, oui, bien sûr. Et ça va se passer à la bibliothèque communale. À la bibliothèque de Cherchell. Où vous avez l'habitude d'organiser chaque année les rencontres d'été. Voilà. Et puis, il y aura dans cette soirée, il y aura une soirée andalouse. D'accord. C'est-à-dire, il y aura des autorités, il y aura même la présence des amis de l'artiste qui ont vécu avec lui, des artistes. Donc il y aura des témoignages, Addan, bien sûr. Il y aura des témoignages. Addan a été un ami de longue on a date. invité aussi des peintres proches comme Hashmi Amer, on va les inviter. Oui, qui ont connu l'artiste. Hashtahar, Ali. Oui. Donc on va essayer à notre niveau, faire, c'est-à-dire marquer le point. Parce que quand même, il a vécu plusieurs années à Cherchell. Il aimait Cherchell, donc on doit lui rendre cet amour. Voilà. Et je m'étais rendue à Cherchell de son vivant et je lui avais, à ma manière, rendu hommage. Absolument. On va peut-être revoir le reportage. On va certainement le temps de remercier nos invités ici présents. On va revoir le reportage dans un petit moment. Et ça a été, ça a été très émouvant ce jour-là. Il était malade. Hein. Il a quand même nous a reçus dans sa maison avec Aïcha. Vous étiez présent aussi. Il était il m'a donné beaucoup de conseils. C'était un peintre vraiment engagé. Il aimait la peinture au-dessus de tout. Absolument. Voilà.
Et on garde de très très bons souvenirs de Salah Hioun. Allah yarhamou. Oui, l'avez connu, vous oui, aussi. je l'ai connu également. Il était d'une discrétion incroyable, mais Incroyable. beaucoup d'humour avec ceux qui arrivaient Et comme Oui. à avoir une petite place dans son Il cœur. paraît inaccessible, mais quand on... Mais quand on accède à son Absolument. cœur, c'était fini. Tout à fait, C'était tout à fait. Il un était être d'une humain. modestie extraordinaire. Oui, oui, Extraordinaire. Donc une pensée pour Salah Hioun en ce mois sacré du mois de Ramadan. Avant, on va remercier, juste avant de voir le reportage, on va remercier nos invités. Merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. J'étais très heureux d'être Voilà, parmi vous. annoncez-nous quand même la date. La date, C'est ça va le 8 juin. Ça va se passer le 8 juin, la journée de l'artiste. Après Ftor. Après Voilà, Ftor. il y aura une soirée andalouse et puis il y aura quelques cadeaux symboliques. Voilà, tout à fait, une soirée. Donc, Voilà, et pour marquer le passage de Hioun, on aurait quand même cherché dans cette aussi. ville, c'est cette ville une d'art ville- et d'histoire. C'est une ville hein. immense. Voilà. Voilà. Vous en parlez avec beaucoup de fierté à chaque fois. Alors Saïd Rahmani, merci d'avoir fait le chemin de Tiaret jusqu'à Alger pour être parmi nous ce matin. Votre exposition se termine donc dans la fin du mois de Ramadan, à la fin du mois de Ramadan. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter. Merci pour vous, tout le plaisir est pour nous. Alors, ça nous fait un grand plaisir de passer par Canal Algérie. Et voilà. Tout à fait. Vous aussi, vous êtes une J'invite modestie extraordinaire. tout le monde très à modeste. visiter notre exposition Donc, pendant le Ramadan. donc on avait parmi nous donc Saïd Rahmani, un artiste talentueux aussi, Merci beaucoup. qui a un parcours, un itinéraire, qui a exposé. Vous avez participé à dans des salons, vous avez participé aussi à de nombreuses expositions, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Voilà. Ouais. Et dont les œuvres sont bien visibles au niveau À la de galerie Mohamed Rassim Rassim, gérée Alger. par l'établissement Art et Culture de la wilaya d'Alger. Très bien, donc actuellement, donc on va tout de suite redécouvrir cet hommage que vous avez rendu à Salah Hioun De son vivant. de son vivant. Donc on va revoir l'artiste dans son univers tout de suite et c'est signé Nassiba Djaidir. Et là, je viens de commencer une plaque de zinc où je vais faire une eau forte. Une eau forte, il faut protéger la plaque avec un vernis, le vernis, et ensuite dessiner avec la pointe sèche le sujet. D'un support de travail à un autre, il y a toujours une C'est un artiste qui évoque l'humain dans sa peinture, dans tous ses états. C'est un travail très expressif, plein d'expressions. C'est le génie, quoi. C'est le génie de l'artiste qui parle. Il va de la gravure à la peinture à l'huile, en passant par le pastel. Et son travail est toujours extrêmement coloré et très trituré, très torturé et trituré à la fois. Entre une création et une autre,
Un temps de pause avec l'artiste peintre Abdelrahman Barti. Et surtout, j'ai axé sur le gaufrage, sans couleur. Un artiste ne peut pas vivre que sur un seul peinture, on s'en lasse. Moi, je n'ai pas la patience de travailler sur une technique pendant X temps. Je suis curieux de nature. Il est 11h30. On quitte El Qseba pour se diriger vers le jardin public de Cherchel. Pour prendre aussi un bol d'air. Lahirahmou, c'était la Salahiyoun, donc présentée par Nassiba Jadir dans la rubrique Mosaïque. Et tout de suite, on enchaîne avec une autre thématique. Nous sommes en plein mois de Ramadan et le mois de Ramadan implique énormément de changements. Et ces changements sont souvent bénéfiques, contrairement à ce que croient certains. On va en parler ce matin avec M. Ahmed Gharighassan, directeur de la culture islamique auprès du ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Bienvenue en cette matinée. Bonjour. Bienvenue. Merci. Oui, donc je le disais que vous étiez directeur de la culture islamique et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'une thématique qui a fait polémique ces derniers temps. On a beaucoup parlé des horaires de Fajr et de Imsek. Les avis divergent, les avis parfois convergent. Donc qu'en est-il exactement? En fait, il n'y a pas d'avis qui divergent. Il y a même unanimité chez les gens qui connaissent très bien le sujet, les gens qui maîtrisent le sujet, leur avis converge, il y a unanimité. Mais il y a même, de temps en temps, bien sûr, c'est les mêmes voix qui s'élèvent pour semer le doute dans la société, pour semer la zizanie, pour créer la fitna. Donc, et à chaque fois, on est obligé de revenir sur le thème, pas à cause de ces gens, mais bien sûr pour rassurer nos concitoyens, pour leur dire que voilà, ce qui est fait est bien fait, rassurez-vous. On est là pour veiller sur pour que le siyam soit correct. Donc, bien sûr, le Fajr, il est très important parce qu'on commence la journée, on commence le carême au moment du Fajr. Il y a aussi le moment de la prière qui est tout aussi important. Donc, comment on fait pour déterminer? Donc, ça fait longtemps, en fait, que le travail a été fait. Comme vous savez, la civilisation islamique est une civilisation qui a 14 siècles maintenant. On a cumulé des expériences, on a cumulé des expertises, des connaissances, on est arrivé quand même à maturité. Le sujet, il s'avère que dès le début, ce qu'on fait maintenant, ils ont commencé à le faire correctement dès le début. Ça fait maintenant 12 siècles. Donc, selon les témoignages historiques qu'on a, l'angle de calcul a été déterminé, ça fait 12 siècles par le Bouzjani, il a été repris par la suite par le Bettani, le Biruni, les grands noms bien sûr de la culture musulmane. Et maintenant actuellement, l'angle c'est le même partout. Donc dans tous les pays musulmans, c'est pratiquement le même angle. Même quand vous téléchargez une application qui n'est pas algérienne, vous allez tomber sur le même horaire. Ça veut dire qu'on est dans le vrai. Mais qu'en est-il qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Fajr pose problème? Pourquoi cette polémique, justement? Exactement. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette polémique? En fait, il y a eu juste tout simplement une amélioration dans la vie de l'être humain qui a été l'invention de la lumière artificielle. Ça fait maintenant 1 siècle et demi, donc on a de plus en plus accès à la lumière artificielle. Et vous vous rappelez, en 2015, l'humanité avait fêté l'année internationale de la lumière, et l'un des aspects qu'on avait traité, c'était justement la pollution lumineuse. La pollution lumineuse fait que actuellement, dans les grandes villes, et même dans certaines petites villes et dans certains villages,
on peut pas voir, on n'a plus accès à la même qualité du ciel. De visibilité par rapport à cette différenciation voilà. entre déjà, la nuit et le jour. Donc maintenant, si par exemple on s'amuse à essayer, voilà, maintenant, là, dans cette image, on montre le même moment. Et c'est la même maison, le même quartier. Au moment, à droite, on a un blackout, donc on a une coupure d'électricité. Oui. À gauche, on n'a pas de coupure d'électricité, donc c'est le ciel naturel. Et on voit très bien l'effet de la pollution lumineuse. Le halo qui entoure les villes, il fait qu'on n'arrive pas à voir le ciel pur. Là, c'est des angles de détermination des horaires de prière. Donc on montre que c'est un calcul. En fait, on traduit les textes juridiques en termes d'équations. D'équations et de schémas, oui. Et de schémas. Et donc là, on va déterminer l'angle de l'Fajr, qui est le même que l'angle de l'Isha, mais avec quelques petites corrections. Donc tout ça, c'est ça le travail que fait. Ce qui est désigné en bleu, c'est le moment du Fajr. Le moment du Fajr. Voilà, le commencement, c'est un petit angle qui désigne un faisceau horaire. Donc à la fin de la nuit, donc ce qui est en gris, la fin de la nuit, on a le début du Fajr. Oui. Et on a jusqu'au moment on détermine le moment du shoroq. En fait, parce que c'est le mouvement apparent du soleil autour de la Terre, c'est le mouvement apparent, c'est pas le mouvement du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle le Fajr Sadr. Je voulais juste montrer cette image à nos concitoyens pour qu'ils voient que ça, c'est le Fajr Sadr. Et le Fajr al-Kadhib, pardon. Le Fajr al-Kadhib, c'est une lueur de lumière qui est verticale. Physiquement, on peut l'interpréter, on appelle ça, chez les astronomes, on appelle ça la lumière zodiacale. Oui. C'est le reflet de la lumière du soleil qui est réfléchi par la poussière qui est dans la bande du zodiaque, la bande de l'écliptique. Donc ça, c'est le Fajr al-Kadhib. Y a-t-il un coin en Algérie, dans les grandes villes, où l'on peut observer le Fajr, même chose, c'est le Fajr al-Kadhib, où l'on peut observer le Fajr al-Kadhib? On ne peut plus observer le Fajr al-Kadhib. Oui. Ça devient difficile à cause de la pollution lumineuse, encore une fois. C'est pour ça que certains astronomes se dirigent vers Taman Rasset, en l'occurrence, où le ciel est encore étoilé. Taman Rasset, Janet, en plein désert. C'est un petit peu moins pollué et on arrive à distinguer les étoiles, les étoiles, astres. On voit toutes les... Mais quand on veut faire des observations, ça c'est la carte mondiale de la pollution lumineuse où on voit par exemple les pays les plus développés, les régions où il y a le plus d'industrie, où il y a le plus d'éclairage public, d'éclairage artificiel. On voit très bien que il n'y a plus de nuit pratiquement, il n'y a plus de ciel pur la nuit. Oui, on a l'Algérie, sur la carte, on voit bien que l'Algérie a été quand même un petit peu contaminée, polluée. Donc il n'y a que vraiment le sud, voilà, on voit le Sahara, vous voyez comme c'est dégagé, je le disais tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de rencontrer des astronomes qui étaient venus en observation à un moment. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas... Je voulais souligner, parce que les téléspectateurs qui nous suivent ne savent pas ne connaissent pas votre parcours, vous-même, vous êtes... Exactement, je suis astrophysicien. Astrophysicien. Voilà. Et c'est à ce titre que j'étais présent avec vous pendant l'année internationale de la lumière. Et là, on montre les différents angles adoptés par les différentes associations. Oui. Et on voit que, par exemple, entre 18 et 17, il y a quelques associations qui choisissent. Il y a les Égyptiens qui optent pour le 19-17. al-Qura, donc à Mecca, c'est le 18, c'est comme nous. Et il y a aussi les Shia Itna Ashariya qui adoptent le 16-14. Donc, c'est les derniers en termes d'horaire. Oui. Et là, dans ce tableau... Mais la marge n'est pas très grande, elle n'est pas importante. Elle n'est pas importante. Finalement, c'est un petit quart d'heure. Si on devait situer ça en termes de minutes ou en termes de... C'est un petit quart d'heure de différence. Et là, on voit l'évolution historique depuis les plus anciens, depuis le Bettani, le Sofi. On voit très bien qu'il y a unanimité. Le chiffre 18, 19, il revient. 17 revient. C'est autour de 18. Donc, on est entre 18. Donc, 17, 18, 19. Donc, on est là, c'est le milieu. Donc, ça, c'est pour montrer tout le travail qui a été fait. Depuis le 3e siècle de l'Égir. Exactement. C'est bien. Ben oui. Ça veut dire qu'il y a une stabilité quand même de la vision. Ouais, donc... et en plus, on est obligé de les suivre parce qu'à leur époque, ils avaient un ciel pur qu'on n'a plus maintenant. Malgré ça, il y a eu quand même des tentatives, il y a eu dans certains pays qui ont essayé de remettre en cause ce chiffre. Donc, ils ont organisé des campagnes d'observation. Là, on montre ce qui s'est fait en Libye pendant les années 80. Donc, on voit très bien que l'angle, en fin de compte, bien sûr, c'est autour de 18. Il y a une autre campagne d'observation qui a été faite en Jordanie, une autre en Égypte, une autre en Arabie Saoudite. Donc, et à chaque fois,
c'est le même résultat. Même quand certains voulaient forcer l'observation, ils voulaient orienter le résultat. Ils voulaient que le résultat soit, par exemple, 15 ou 14 degrés. Conforme à la vision humaine Voilà. ou des choses comme ça. Mais ils sont revenus au 18 parce que c'est le 18. C'est tout la simplement. norme de l'époque qui est toujours de vigueur et qui est Voilà. toujours vraiment... C'est ce que dit la nature, donc c'est ce qui nous est dicté par le mouvement du soleil. Donc c'est ce qui est dicté par la nature, on doit tout simplement l'accepter. Donc ça c'est pour le Fajr, le calcul comme je vous l'ai dit, il est fait, la détermination est faite et bien faite. Les gens qui essaient de remettre en cause, on leur demande tout simplement d'aller expérimenter d'eux-mêmes, d'aller observer là où il faut, pas au milieu de grandes villes, parce que par exemple, quand j'allais vous dire, je discutais avec notre ami à l'extérieur pendant qu'on attendait, je lui ai dit, lui il vient de Blida, par exemple, à Blida, je lui ai dit, vous levez la tête la nuit, combien d'étoiles vous pouvez observer? Quelques-unes à peine. Quelques-unes seulement. Maintenant, si on se déplace et on va à Shreya, on va avoir un ciel illuminé, étoilé, parce qu'on est au-dessus du halo de pollution. De la lumière. Tout à Donc, fait. on sort et c'est dans ces coins qu'on va chercher le vrai Fajr, pas dans les grandes villes. C'est une grande erreur. Oui. Donc, encore une fois, le Fajr est déterminé par des experts. Il y a unanimité internationale. Vous pouvez le vérifier de vous-même parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne vous dire oui ou non. Il suffit, on peut le faire nous-mêmes. Donc, voilà, mais en fait, si on s'interroge autant par rapport à le Fajr, c'est aussi lié à un autre moment qui est important pendant les périodes de carême ou de jeûne, s'il s'agit de l'imsak. En fait, si on s'intéresse de près au Fajr, c'est pas pour rien. Exactement, parce qu'on va commencer... On se dit, alors à quel moment on va s'arrêter de manger? À quel moment on va s'abstenir? et ça, le moment, en fait, l'astronome, il va vous déterminer l'heure naturelle, l'heure astronomique. Donc, c'est le Fajr, il va déterminer l'heure du Maghreb, il va déterminer l'heure du Dohr. Maintenant, l'imsak, qui est un acte religieux, lui, il est déterminé par le fuqaha, par les juristes, donc les théologiens, c'est eux qui déterminent. Il se trouve que dans notre école, l'école authentique de la Sunna, qui est l'école de Médine, l'école de l'imam Malik rahimahullah, donc eux, ils ont, il y a une tradition qui veut que l'imsak se fasse. En fait, à l'époque du prophète, il n'avait pas la détermination ne se faisait pas en termes de minutes, parce qu'il n'y avait pas d'heure d'horloge. Il n'y avait pas encore la montre. Tout à fait. Il n'y avait pas de montre. Donc c'est ça. Eux, ils déterminaient par le temps qu'il fallait pour lire un certain nombre de versets du Coran. Donc 10 minutes avant, ça équivaut à la lecture de 50 versets du Coran. Donc on vous dit, entre le moment de lire et le Fajr, 50 versets du Coran, donc vous arrêtez de manger. C'est pour ça qu'on a adopté les 10 minutes. Les 10 minutes avant le Fajr. Donc encore une fois, un texte juridique qui est interprété en termes astronomiques, qui est traduit en termes de minutes, de temps. Voilà, c'est ça. La science a évolué, donc il faut quand même respecter cette évolution, surtout que les préceptes de l'islam le dictent. Il faut aller vers la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par recevoir un premier verset qui l'incitait à la lecture, à la connaissance. Et donc, la connaissance, il faut vraiment... Et il y a aussi un autre principe qui est encore plus important, c'est d'éviter de semer la fitna au milieu des musulmans. Donc ça, créer la zizanie, créer une fitna au milieu d'une société qui est stable, qui est équilibrée, est un grand péché. Donc c'est haram tout simplement. Donc tout simplement, on va demander à ces gens de ittaqillah, parce que c'est important ce qu'on fait et de ne pas jouer avec la religiosité des gens, parce que c'est quand même très important. Il va de ne pas diviser, surtout parce que c'est un mois où on doit aller vers l'union. Parce que si quelqu'un, par malheur, suit les consignes de ces gens et par exemple n'arrête pas de manger, ou il va faire sa prière en dehors du moment prescrit, c'est tout simplement ce qu'il fait, il le fait, n'est pas valable. Son travail n'est pas valable, il ne sera pas reconnu. Donc il y a quelqu'un qui va faire un effort, donc il va faire le carême, il va faire la prière, mais au mauvais moment. Donc il n'a rien fait.
Absolument. Et on a le qiyama, شكون يتحاسب? Qui va payer? Exactement. Effectivement, la facture va être lourde, en fait, d'autant plus qu'on a vécu il y a quelques années, lorsqu'il y avait ces élans de division Voilà, exactement. qui demandaient carrément aux fidèles de ne pas suivre ce que le gouvernement annonçait comme journée de jeûne, premier jour de Ramadan, et ça a créé des polémiques Et puis maintenant, quand ils disent que quand on sort, on doit être capable on doit être en plein jour, quoi. Oui. Quand on sort de la mosquée après avoir fait la prière du Fajr, normalement, ça doit être éclairé. Ça va en contresens avec ce que dicte la sunna, ce que dicte la tradition du prophète. Aïcha radiyallahu anha, elle disait très bien que quand ils sortaient de la mosquée, les femmes n'étaient pas reconnaissables. Donc il y avait encore l'atama, c'était encore obscur. Oui. Et cette tradition, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas vous, c'est une tradition du prophète, de l'époque du prophète, qui a été admise par les grands ulama et qu'on en fait un principe, c'est le repère. Donc il y a plein de hadiths qui disent que voilà, il faisait le fajr pendant l'atama. Et puis il y a l'autre hadith d'Omar ibn Khattab qui disait que yasalluna salatahum yakhruju min as-salat wa nujumu mushtabika. Ça veut dire qu'on est encore capable de voir toutes les étoiles. Ça veut dire qu'il y a c'est encore obscur. Donc il n'y a pas de lever du jour. Donc il y a plein de traditions qu'il faut prendre en compte. On a fait nos choix, nos ancêtres ont fait, donc on a une école qui a fait ses choix. Et sur la base de ces choix, d'authentification de tradition, on a déterminé le moment du Fajr. Ces moments du Fajr, du Iftar, etc. sont des moments stables, connus de tous, appliqués, maîtrisés. Donc ça règle un petit peu la vie du musulman pendant ce mois. Ah oui. Donc, justement, normalement, si on suit la journée du musulman, c'est une suite d'événements qui est déterminée par des mouvements naturels. Donc, on a le zawal qui est le déplacement du soleil à un certain moment, et puis l'asr. Donc, c'est lié à la nature. On vit en pleine synchronisation avec la nature. Et le ramadan, c'est aussi une école, c'est plein d'enseignements. Le premier enseignement, bien sûr, c'est avoir un agenda journalier, un agenda quotidien qu'on est en train de suivre. Donc ça nous permet de rythmer notre vie, d'organiser notre vie, parce que vous le faites, par exemple, vous travaillez, donc vous êtes obligé d'organiser votre journée. Si vous avez à préparer la shorba, ou la préparer avant, ou la veille, ou je ne sais quoi. Donc il y a les gens, donc on est là, on programme. Il y a un rythme qui s'installe, effectivement. Et c'est ce qui manque un peu chez nous, c'est l'organisation, la programmation. Et c'est la grande école du ramadan. Pour les petits aussi, ça leur permet de se donner, de se fixer des objectifs, et d'organiser la vie en fonction de ces objectifs. Parce que un petit, on lui apprend à faire le carême et on lui dit non, il ne faut pas manger, il faut arrêter de manger et on ne peut manger qu'à telle heure. Donc lui, il a un objectif, il se dit ok, je vais organiser ma vie jusqu'à 7 heures et c'est à ce moment que je vais il me sera autorisé de manger. Et ça donne des défis, ça donne des challenges parce que vous savez, les étrangers quand ils rencontrent des musulmans, la première question: et le ramadan, comment vous faites? Vous arrêtez de manger pendant toute la journée? Oui, bien sûr. Et comment vous faites? Vous passez toute une journée parce que pour eux, c'est impossible. Ils ne conçoivent pas la vie sans manger pendant toute une journée. Et puis à la fin, la science a prouvé que le jeûne, durant une période de 30 à 40 jours, était bénéfique pour le corps humain. Exactement. Une fois par an. Une fois par an, parce que ça permet de désintoxiquer, il y a l'aspect médical pour le métabolisme, il y a aussi l'autre aspect, ils vous disent, et même pas boire, ils vont vous poser, et boire, vous ne buvez même pas, non plus, et eux, ils ne conçoivent pas, dans leur tête, c'est impossible. Ce qui est impossible reste impossible jusqu'au moment où on le fait pour la première fois. Et quand on le fait, il devient possible. Et ça permet aussi aux jeunes de voir, donc de se donner des défis. Un défi, c'est quoi? C'est quelque chose que je ne sais pas faire, que je ne peux pas faire. Et je retente jusqu'au moment où j'arrive à le faire.
Et c'est ça, c'est l'enseignement. C'est ça l'enseignement, c'est le challenge. C'est le challenge, exactement. Et ça nous permet d'avancer dans notre vie. En tout cas, ça me rappelle une blague, si on peut finir avec ça. Merci beaucoup, monsieur Ahmed Grigassen. Merci à vous. On raconte qu'un chef d'État avait visité, par exemple, notre pays ou un pays musulman donné, et qu'il était arrivé à l'heure du ftour. Ne voyant personne dehors, il a demandé après le peuple. Il a dit, où est le peuple? Et on lui a répondu, le peuple est en train de dîner, Excellence. Et il a dit, quel peuple discipliné. C'est vrai que ça engendre un petit peu la discipline. Oui, c'est la discipline, exactement. C'est vrai, ça engendre la discipline, une réflexion par rapport à soi, mais aussi par rapport à l'ordre des choses. Société, exactement. Effectivement. Merci beaucoup, merci à monsieur vous. J'espère qu'on vous recevra pendant ce mois de Ramadan pour parler aussi d'autres aspects liés à la science, aux savants de notre islam. Exactement. Et bien sûr, ce sera très prochainement. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Passez une excellente journée. Merci. Vous qui êtes avec nous, tout de suite, on va suivre Lilia Ben Nasser, notre reporter, qui nous emmènera au Théâtre National algérien, Mahdi Bachtarzi, à l'occasion d'une pièce théâtrale, à l'occasion justement de la présentation de la pièce Slimane El-Louk, un classique algérien. On va voir un petit peu le résumé de Lilia Ben Nasser. Slimane El-Louk est le titre de la pièce théâtrale proposée lors des premières soirées ramadanesques par le Théâtre algérien national Mahidine Bachtarzi. Adaptée par le défunt Mahidine Bachtarzi en 1949 de l'œuvre Le Malade imaginaire de Molière, elle raconte l'histoire d'un homme convaincu d'être atteint d'un mal dont le seul remède est de bien manger, et ce, contre l'avis de tout son entourage. ينعلها ساعة ما تكسرش. ايه بطاك تقول هكذا، بص على لو كان تكسر له كرك داير حالة توبة ونجارة غالية والحبوبة. وانا عند بالي جات في راسك تكسر ماشي الباب اللي تكسر، اللي هذه أكثر من ساعة وانا نسقي لك وأنت ما جاوبتش، والآخرين وين راهم؟ هم يديروا في شغلها ويقعدوا غير قبالتك. انا جاوبت الشهر انا قلت كيف بقى قبالتي؟ خاطش ما عندهاش 5 دقايق من جيت وجبت لك المحاكم، ودوكا تقولي ساعة وتتسنى. Zatota, c'est mon personnage, c'est le deuxième rôle important dans la pièce. C'est la femme de ménage, c'est la gouvernante de la maison de Slimane, Slimane El-Louk, le malade imaginaire. Un homme qui croit qu'il est malade, mais en fait, il n'est pas malade. Il croit qu'il est malade, qu'il faut qu'il mange, ou qu'il n'y a aucun médecin qui peut lui donner son traitement. C'est ça, c'est une maladie psychique. En fait, Zatota, le rôle dans la pièce, c'est la femme qui connaît tout le monde, qui connaît les caractères. Faten Guessar, une jeune comédienne d'Annaba. C'est la première fois que je joue ici au sein du Théâtre National algérien Mahidine Bachtarzi. Et c'est un honneur pour moi de travailler avec une équipe professionnelle. Mon rôle c'est Rabia, la fille de Slimane. C'est un simple rôle. Je suis une fille simple, ambitieuse, qui aime beaucoup son père. Et mon but dans la pièce c'est de se marier avec mon cousin. Mais mon père, il préfère un médecin pour moi. Après 20 ans, après plus de 20 ans, là, je reviens au théâtre avec la pièce Slimane El-Louk, mise en scène d'Abdelkarim Beribert, un ancien texte adapté par Mahidine Bachtarzi du Malade imaginaire de Molière, qui a été remonté dans les années 50, les années 60, et qui a été repris aussi dans le début des années 2000. Ben voilà, on le reprend aussi cette fois-ci. C'est le genre du théâtre populaire, en fait, c'est une histoire en fait, qui se déroule pratiquement dans toutes les sociétés, notamment dans notre société, donc avec un langage très accessible aux téléspectateurs, plutôt au public. Ça parle plutôt de l'histoire relate généralement des personnages imbus, opportunistes et également qui tirent profit sur un vieillard en fait quelque part un peu innocent qui se croit malade. المسرحية هي يعني كما نقولوا باللغة الشعبية من نوع المسرح الشعبي اللي باشترزي الله يرحمه الاقتباس تاعو ومن عند موليير لا مالادي ماجينير هي خدمها باشترزي صافي طري لونطون في ليبوك تاعو دار سليمان El-Louk. هي حكايه تحكي على مرض الوهم سي سليمان اللي لعب خوها انا اسماعيل
اللي يحب لي ميدسان يحب يموت على لي ميدسان اللي يقولوا له بلي راك مريض وراك كذا لازم تاكل وكذا لا سي دي ميدسان اسكرو فوالا يمشوا له باسكو ياكلوا له دراهمو ياكلوا له وحنايا وانايا نكون دائما موراه حتى الحق وين حب يزوج بنته بطبيب. Durant 1h30, les comédiens ont offert au public un véritable moment de détente et de rire, dans un langage simple et des dialogues pimentés de boutades, puisés de notre langage commun et d'un humour typiquement de chez nous. يخط لك بلي راح جاي تخطوني ماشي بس عاد وين شافوا يستني دوك يقولنا قلت لك يا بنتي في الوقت اللي قالوا لي باللي طفل ولد عائله كبيره فاهم ولا مال وغير ما خرج طبيب قلت انا في بالي ما صرت يا بنتي ربيعه راجل احسن من هذا. وش راك تقول خرج طبيب؟ هيه وعلى حسب التعليم اللي تعلمه من على مده قليله من غير شك يرجع هو الطبيب الكبير تاع البلاد. C'était là la pièce théâtrale Slimane El Look, une pièce qui ne vieillit pas et quelle que soit la distribution, elle séduit, continue de séduire le public algérien. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler d'art, donc après le 4e art, nous allons parler de musique, mais aussi de littérature, tout de suite avec nos invités qui viennent d'arriver. Madame Maria Battaglia, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes directrice du Centre culturel italien et vous avez énormément d'événements à nous annoncer ce matin. Oui, tout à fait. Merci d'être là. Merci également à Samira Negrouche. Bonjour. Donc auteure, poétesse, artiste dans l'âme, qui est avec nous ce matin. Bienvenue. Merci. Merci pour ce comeback sur notre plateau. Donc on va avec vous parler de littérature. Vos œuvres ont été traduites dans la langue italienne. Donc vous avez plusieurs ouvrages qui ont été traduits. Et on va aussi parler d'un ouvrage en particulier qui touche un peu à la musique, au jazz en particulier. Exactement. Oui. On va commencer par la musique si vous permettez. Je vous en prie. On va commencer par la musique. Madame Battaglia, en fait, non. On va peut-être commencer par la poésie et la littérature, puisque ça va précéder. Oui, il y aura aussi dans la chronologie des événements. Oui, c'est la chronologie, mais aussi il y aura de la musique. Oui. Et donc, l'événement que nous avons organisé en partenariat avec ce nouvel espace qui s'appelle les Ateliers Sauvages, qui est situé à rue du Douche-Morade, et nous donne l'occasion pour parler poésie, mais aussi art, mais également musique. Tout à fait. C'est un projet qu'on a élaboré avec mon amie Samira, avec laquelle j'ai déjà une amitié qui date depuis un certain moment. Oui, absolument, le temps passe vite. 2011-2012. On avait déjà organisé des événements ici à Alger. Et donc, on a élaboré ce projet et avec aussi une poète italienne que Samira connaît depuis longtemps, qu'on avait invitée à Alger, et s'appelle Elisa Biagini. Très bien. Donc, il y aura des lectures croisées et également, il y aura la musique avec le compositeur, le musicien Salim Medada, que tout le monde, le public connaît. Donc, est-ce que c'est votre choix? Et aussi l'art. Est-ce que c'est votre choix, Samira, de combiner justement ce récital poétique avec la présence d'un musicien, combiner un petit peu les deux? Absolument, parce que, comme Maria vient de le dire, je suis poète, mais j'ai aussi pendant de très longues années organisé des événements ou de poésie ou multidisciplinaires. Et mon objectif à chaque fois, c'est d'offrir aux personnes qui se donnent la peine de se déplacer un événement qui soit dans une totalité, un événement exceptionnel et si possible un peu de magie. Donc quand elle m'a dit « j'aimerais bien t'inviter à lire », et elle m'a demandé aussi de proposer une poète italienne, j'ai tout de suite pensé à Elisa Biagini qui est une poète exceptionnelle. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est ce que l'Italie fait de mieux en termes de poésie contemporaine. Il y en a d'autres, absolument. Mais dans sa génération, elle a à peu près 50 ans. C'est vraiment l'excellence littéraire en Italie. Ensuite, on s'est dit, cette lecture va se faire dans un lieu d'art, dans un lieu qui essaye de mettre en place des interrelations entre plusieurs arts et notamment de donner de l'espace à des artistes pour
avoir le temps de travailler. C'est comme ça qu'ils accueillent 2 artistes d'Annaba en résidence. Oui, c'est les ateliers sauvages en fait, on les a pas cités depuis tout à l'heure. Exactement, on parle de cet espace. exactement. Donc c'est les ateliers sauvages qui ont été mis en place depuis 2-3 ans par Wassila Tamzali. Elle accueille régulièrement des artistes. En ce moment de Annaba, il y a Rimar Zeigia et Lamine Sakri. Et donc leur expo sera encore là, elle sera présentée demain, mais elle sera encore là. Et on s'est dit, nous les poètes, on travaille beaucoup avec des artistes, mais vraiment très souvent. Soit qu'on écrit sur des œuvres d'art, soit que les artistes font des œuvres à partir de nos livres, ou alors on travaille en combiné. Donc on présentera aussi quelques petits exemples de ce que nous avons pu faire dans ce sens-là. Et la troisième des choses... Il y a un couloir commun, en tout cas, entre les deux, parce qu'il y a l'émotion. Absolument, l'émotion qui est commune. Il y a l'émotion, il y a aussi l'idée que dans la poésie, c'est... entre autres, il y a beaucoup de choses, mais c'est entre autres 2 choses. C'est l'élément visuel. Il y a une poésie qui peut être narrative et photographique et imagée, et c'est l'élément musical. Ça veut dire si vous comprenez, si vous venez à nos lectures que vous ne comprenez pas quelque chose, c'est bon signe. Parce que vous n'êtes pas là pour intellectualiser. Même s'il y a une poésie intellectuelle, notre objectif c'est de vous emporter dans un flux narratif et musical. Et c'est comme ça qu'on a aussi pensé à inviter Salim Dada, qui est d'autant plus exceptionnel que comme moi, il est de formation médicale et comme moi, il a eu cette folie d'arrêter la médecine complètement alors qu'on a tous les 2 nos doctorats pour se consacrer à ce qui pour nous n'est pas un hobby mais vraiment quelque chose qui fonde nos vies. Donc lui, la musique, moi, la poésie. Et donc il sera là aussi, non pas comme un élément décoratif comme trop souvent on fait avec les musiciens quand on les invite dans un événement littéraire, mais il sera là, il a lu nos textes, il va essayer vraiment de faire un fil continu qui essaye de dialoguer avec notre poésie. Un peu comme font les jazzmen, un petit peu. Exactement, lorsqu'ils sont en formation, voilà, il y a cette fusion qui s'opère, cette magie qui s'opère, et il y a de l'improvisation qui s'est... Voilà, vous avez remarqué que mes titres aussi faisaient référence à la poésie, le jazz des oliviers. Jazz des oliviers, donc en italien ça donne jazz degli olivi. Degli olivi. Maria le dira mieux que moi. Oui, certainement, on va la laisser le dire alors. Justement, on avait présenté ce recueil de poésie en italien, la version italienne, par une maison d'édition italienne qui est basée dans les Pouilles, le sud-est de l'Italie, en 2012. Exactement. Pas, avec aussi avec la musique de Daniele Di Bonaventura. Un virtuose aussi, italien, en bandoneon. Un bandoneon qui est juste, vient de passer il y a 2 semaines à peu près dans le cadre du Festival européen, il était là aussi. Donc c'est, disons, des collaborations que nous avons eues et que nous relançons toujours parce que c'est des beaux projets. Et donc, c'est avec plaisir qu'on collabore. On a d'autres projets avec ces personnages d'excellence, algériens, italiens. C'est magnifique. C'est bien, ces rencontres, ça permet quand même de dresser des passerelles très intéressantes. On sent vraiment que Samira est heureuse aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui s'exprime dans le même langage qu'elle. Absolument, c'est avec une culture différente. C'est essentiel. Une carrière, j'aime pas utiliser ce terme, le cheminement d'artiste, il se fait aussi beaucoup par les rencontres, il se fait par l'émulation, il se fait par la possibilité que des organisateurs culturels comme Maria, comme Wassila, comme d'autres, puissent donner l'espace à des visions d'artistes de s'exprimer. Parce que c'est bien beau de se croiser dans la rue, de se dire on va faire quelque chose ensemble, s'il n'y a pas le prétexte, s'il n'y a pas quelqu'un qui pose le cadre pour dire allez, on vous donne telle possibilité ou tel moyen ou tel cadre, faites-nous quelque chose. Et là, c'est un plaisir de le faire et c'est un plaisir aussi de trouver des gens avec qui on parle la même langue, même si l'artiste est d'une autre discipline. D'une autre culture également. L'objectif, c'est vraiment de se tirer à chacun, que chacun tire l'autre vers le haut, que chacun tire l'autre vers un autre territoire et que ça permette de créer, parce que l'objectif, c'est de faire des œuvres, c'est de créer. Et toutes ces rencontres nourrissent nos œuvres mutuelles. Demain, forcément, ils nourriront mon écriture. En tout cas, ce récital poétique, voilà, les téléspectateurs qui nous suivent ce matin vont pouvoir se délecter justement de toute cette beauté, de cette fusion un peu éphémère et magique à la fois, donc qui se déroulera le 26 du mois en cours aux Ateliers Sauvages. À quelle heure, Samira ? 22h. À 22h. À 22h. 38 rue du Douche-Morette. Très bien. Tout est dit par rapport au
au récital poétique. Nous avons aussi un très bel événement à annoncer, mais cette fois-ci du côté musique. Musique, c'est le 29 mai, mardi prochain, au niveau de la salle Ibn Zaidoun, en collaboration, en partenariat avec l'OREF. Et c'est un des plus grands orchestres européens actuellement. Et il est composé par 15 musiciens. Il y a des Italiens, mais la plupart sont des musiciens d'autres pays. Différents horizons, différents pays, 11 pays en l'occurrence. Qui se sont rencontrés depuis longtemps en Italie, vivent en Italie. Donc ils ont ensemble organisé cet orchestre. Ils ont monté cet orchestre qui a publié des CD, des concerts dans le monde entier. Donc avec des musiques vraiment très originales. Et instruments originaux également. Et une musique qu'on qualifie d'inclassable d'ailleurs. Inclassable, en fait, ça fait partie un petit peu du registre de la musique contemporaine, musique du monde qu'on appelle. Musique du monde, exactement. Oui, parce que c'est un registre à part. Ce sont des musiques qu'on ne retrouve pas. Oui, donc on aura 15 musiciens sur scène. Et donc, sûrement, ça va être un bonheur pour le public qui viendra. Donc, c'est à 22h30. Au niveau de la salle Ibn Zaidoun. On va rappeler aussi que cette formation, pour sa première apparition en 2002, avait enregistré un record d'écoute dans les radios, mais aussi le CD a été vendu, le premier CD a été vendu à 25 000 exemplaires, ce qui était assez exceptionnel pour des musiciens qui viennent un petit peu du terroir classique et qui ont réussi à créer quelque chose d'exceptionnel. Oui, tout à fait. Donc, on a aussi des instruments qui vont jouer chacun. Et donc, ils viennent de l'Argentine, Mexique, du Sénégal. Et donc, c'est très, très varié. Et nous sommes très contents. Et je veux dire que c'est un événement pour nous exceptionnel également, d'inviter tout ce monde. Parce que cette année, c'est l'Italie Culture Méditerranée. On a une année spéciale qu'on a déjà annoncée à la presse il y a déjà des mois. Et c'est une année dédiée vraiment à cette présence importante de dialogue entre les cultures de la Méditerranée. Et l'Italie est au centre de la Méditerranée. Tout à fait. Les designers avaient donné le donc, là. Donc, le rôle comme on important. dit. Les designers, il y a quelques mois, avaient donné le là. Donc là, on a une continuité. Il y a un très beau concert qui s'annonce le 29, mardi, donc prochain, à la salle Ibn Zaidoun, avec ces artistes qui avaient justement rafraîchi des classiques de la musique classique, en l'occurrence, la flûte enchantée de Mozart, entre autres, et bien d'autres œuvres. On ne va pas les citer parce que le temps ne nous le permet pas, hélas. Mais c'est exceptionnel. J'espère qu'ils seront nombreux à suivre cette orchestration assez exceptionnelle. Ces artistes qui viennent d'horizons différents, de pays différents et qui ont créé quelque chose de très spécial. On va le voir sur la scène d'Ibn Zaidoun. Merci beaucoup, Madame Battaglia. Merci à vous. Vous êtes directrice du Centre culturel italien, je le rappelle, et merci aussi à l'auteure et poétesse Samira Negrouche. Merci à vous. Voilà, qu'on retrouve aussi le 26 aux Ateliers Sauvages à partir de 22h30. Très bien, merci. Nos invités suivants attendent déjà dans nos coulisses. On va les retrouver dans un moment pour parler de solidarité. Solidarité, mois de Ramadan. C'est tout de suite avec l'association Kafil El Yatim.
Je le disais, le représentant de l'association Kafel Yatim, son président en l'occurrence, Ali Chouati, nous a rejoint. Pardon? Je suis le représentant de M. Ali Chouati, c'est Vous Hakim êtes son Maïch. représentant, donc vous êtes Hakim Maïch. Voilà. Très bien, merci. Membre de l'association. Bah, j'ai confondu, j'ai Voilà. eu tout faux parce qu'il devait être parmi nous, il a eu Oui, un petit contretemps. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai confondu et merci d'être là en tout cas pour représenter cette association qui fait énormément du côté de Blida, donc au service des nécessiteux, au service des, comme le nom l'indique, des orphelins et des veuves également. Donc vous faites énormément de choses pour ces personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous annoncer un très bel événement qui va être un peu festif, un peu rassembleur. C'est ça, donc merci pour l'invitation. Oui. C'est l'association Kafel Yatim de Blida. Donc on a un projet pour ce jeudi-là, c'est un méga dîner. Donc c'est la grande table qui sera organisée au stade de Tchaker. Oui. Donc nous sommes à la 3e édition pour cette année. Le stade qui est immense, et donc c'est dire un petit peu l'importance de ce repas. Voilà. Ce repas, donc qui va réunir de nombreux fidèles, de nombreuses personnes qui vont s'attabler, se découvrir, partager. Voilà. Donc on vise pour cette année le chiffre de 6000 repas qu'on va servir, Inch'Allah. Excellent. Donc l'édition de l'année passée, on a servi 4600 repas. Très bien. Et comme l'appétit vient en mangeant, oui. On a dit pour cette année, pourquoi pas battre le record du monde. Oui, excellent. Qui est détenu, à ma connaissance, c'est 5200 repas. C'était où? C'est au Liban, je crois. Au Liban. Voilà. D'accord. Mais nous, c'est les 6000 repas, c'est avec la tradition et le repas du Ramadan. Oui. Parce que nous, par exemple, la shorba va être préparée ce jour-là. Très bien. Donc le challenge est là. Le challenge est lancé pour les 6000 repas, Inch'Allah, qu'on va... Ça ne se fera pas la veille, mais le jour même. Voilà, l'effort sera fourni. Voilà, les préparations ont commencé déjà une très grande logistique. Oui. Ça demande une très très grande logistique. Et moi, je suis curieuse de voir les cuisines qui vont servir à là pour les cuisines. Qui vont servir à la cuisson de tous ces mets traditionnels, comme vous le disiez. On a fait appel à 5 chefs avec leur toute équipe. Donc le nombre de cuisiniers il est élevé aux environs de 30 personnes. D'accord. Chefs et... Entre chefs et disciples. Voilà. Ouais. Très bien. Donc, et Inch'Allah, on va être à la hauteur de ce challenge. C'est bien. Alors, l'association Kafel Yatim a pour habitude aussi d'aider les personnes en situation de besoin, mais surtout les veuves et les orphelins. Est-ce que ça continue de se faire de la même façon cette année? Comment sont organisées les choses durant ce mois de Ramadan? Voilà, notre association donc, travaille au long de l'année. Oui. Donc, et exceptionnellement, le mois de Ramadan demande beaucoup d'efforts. Vous savez, c'est un mois qui il a sa spécificité. Donc, nous, il y a toujours les campagnes qu'on lance dans ce mois-ci. La campagne de collecte de couffins. Donc, on a pratiquement presque 4000 familles, veuves, dans presque 8000 orphelins. Et nous, pendant le mois de Ramadan, on sert chaque semaine un couffin. Donc, on vise le chiffre de 14 400 couffins qu'on a toujours, alhamdoulilah, atteint. Très bien. Donc, chaque année, ce chiffre, il est atteint et on dépasse des fois ce chiffre. Oui, on parle beaucoup d'austérité de nos jours. Est-ce que les mécènes sont toujours aussi déterminés? Est-ce qu'ils sont toujours à vos côtés? C'est toujours les mêmes? Est-ce qu'ils sont fidèles? Oui, on a toujours nos fidèles bienfaiteurs et donateurs. Mais bon, la crise est liée. Mais on ne l'a pas senti. Très bien. Vu que la générosité du peuple algérien, il n'y a rien à dire. Et le mois sacré aussi, il a sa spécificité de la rahma au niveau de ce mois-ci. La clémence se faire sentir à travers les dons, j'imagine. Les dons, donc, et nous, c'est-à-dire le travail qui se fait, il y a toute une grande armada de jeunes
nos bénévoles. Oui. Donc, le travail... Ils sont actuellement au nombre de combien, vos bénévoles? Bon, nous sommes, c'est-à-dire le chiffre qu'on va mettre sur le terrain là, on sera à 530 bénévoles. Oh, pas mal, c'est très bien. Donc, voilà, le travail pour cet événement, il a commencé il y a de là de deux mois. Oui. Donc, on a dessiné on a mis sur table les objectifs. Très bien. Donc, ensuite, une fois on a validé les objectifs, on a mis chacun dans sa commission et on a distribué les feuilles de route pour chaque équipe. Très bien. Et ils sont sur le terrain depuis quelques oui, temps? on a commencé sur le terrain depuis le dimanche. Oui. Donc, on est sur le terrain. Excellent. Donc, on va voir une méga... voilà, un méga repas. Une méga table du Ramadan, voilà, j'allais dire, mais en Inch'Allah. fait, ce seront peut-être plusieurs tables. Moi, je dis ça comme ça. Oui, parce que beaucoup de tables. l'espace est arrondi dans un terrain. Voilà, on prend tout le périmètre du stade et ça va faire une très belle image. Oui. Donc, la convivialité, elle sera, Inch'Allah, et on va regrouper tout le monde de Qui la prendra société. part, justement? Qui avez-vous invité? Qui avez-vous convié à cette table? Bien sûr, le plus grand nombre, ça sera les orphelins et leurs mamans. Oui. Et on vise dans les 1000 invités qui sont dans la société civile, tous les corps confondus. Très bien. Donc, il y a la famille des sportives, ça se passe dans un stade, la famille de la culture, il y a les autorités locales et les autorités centrales. Oui. Et aussi, pour cette année, on a essayé de mettre, comme vous savez, l'Algérie, elle a eu un malheur, le crash de l'avion là. Oui, ça a touché la ville de Blida Donc, en particulier. On oui. a pensé à faire un hommage aux victimes et aux chouhada, comment on l'appelle, chouhada Les al-Watan. victimes, justement, voilà. de ce crash Donc, et douloureux. comme ça, je pense que c'est le 40e ou le 40e jour d'événement, donc on va rendre un hommage à ces valeureux chouhada. Oui, ils méritent en tout cas d'avoir vraiment une célébration de du 40e jour de leur décès avec autant d'envergure. Ça a endeuillé toute l'Algérie. On a été tristes, oui, pour toutes les familles algériennes ont ressenti ça dans leur chair et dans leur âme, effectivement. Allah yarhamhum. Et c'est très bien, c'est excellent d'avoir pensé à eux, d'avoir cette pensée. Voilà. C'est très bien. Mais sinon, voilà, l'objectif principal, pour résumer, de cette manifestation. L'objectif, nous, quand on fait ce genre d'événement, les objectifs sont multiples. Oui. Mais l'objectif essentiel, vous savez, quand un orphelin, et on va prendre un exemple, quand il perd son père, et la journée se termine chez lui à 17h. Oui. Parce que la maman ne veut pas qu'il sorte, et là, non, on l'invite à assister dans une soirée où il va se retrouver avec tous les éléments de la société. Avec beaucoup de pères. Voilà, beaucoup de pères, beaucoup, ils regardent la télé, ils voient des célébrités, et ce jour-là, il va être à côté. Donc ils vont, Inch'Allah, manger le même repas, servir le même repas, la même heure. Et donc ça crée une très grande joie chez lui. Excellent, merci beaucoup donc à monsieur Hakim Maïch, donc membre de l'association Kefel Yatim de Blida. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Rendez-vous est pris donc à Blida, c'est quel jour? Jeudi le 24, c'est à partir de 17h40. Jeudi 24. Tout le monde est Jeudi invité. 24. Très bien. Donc